Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous en avez l'habitude maintenant, dans En toute confidence, l'émission de France 3 Pays de la Loire, dans laquelle on reçoit des Ligériens, des Ligériennes, des personnalités de la région et avec elles on va discuter de leur présent, de leur passé et surtout de leur futur, le tout en toute confidence. Et alors l'invité d'aujourd'hui, si vous êtes sportif, vous en avez sûrement entendu parler. Si vous n'êtes pas sportif, je peux vous dire qu'il va vous donner envie de chausser les baskets. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Éric Claverie. Éric, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Quentin, je suis ravi d'être ici, de pouvoir partager. Le partage fait partie de mon ADN et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger sur ce qui m'anime aujourd'hui. Alors Éric, déjà, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi je suis coureur à pied, hein, donc pour ceux, voilà, je suis sportif, donc sportif de haut niveau dans le milieu du trail, dans le monde du trail. Ça fait depuis tout petit que je fais du sport. Pourquoi ? Parce que j'ai des parents qui étaient profs de sport. Je suis bercé par l'aventure aussi parce que ça fait partie de mon ADN et j'ai été éduqué dans cette optique-là. Et voilà, donc maintenant je fais un peu de trail aventure, c'est-à-dire que je fais des aventures un peu folles, à traverser les Pyrénées, faire le tour de la Bretagne, ou ce genre de choses. Quand bien même j'arrive, alors initialement du triathlon et puis après du trail plus classique. J'ai été champion du monde en 2011, j'ai été champion de France de 24 heures et je détiens toujours le record de France de 24 heures avec une 4e place au championnat du monde. J'ai été vice-champion de France de 100 km avec une sélection aussi en équipe de France de 100 km. Puis pas mal d'autres résultats sur la Diagonale des Fous, des 4e places, l'UTMB, des top 10, un peu partout, le Marathon des Sables au Maroc, au Pérou, des choses assez exotiques, sympas et des belles expériences surtout de vie et des belles expériences humaines. On va revenir sur tout ça, mais d'abord, on va parler justement de tes aventures. Parce que on va parler de ta dernière aventure, c'est le GR34. Hein. En mai dernier, tu as parcouru 2100 km entre le Mont-Saint-Michel et le pont de Saint-Nazaire. Et alors, en 18 jours et 22 heures, c'est le record de ce GR34. Est-ce que déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce défi ? Alors ce défi, j'ai maintenant 45 ans, donc ma carrière à haut niveau est plutôt passée que présente. Quand j'entends haut niveau, je parle compétition internationale, ce genre de choses, en confrontation directe, avec le titre de champion du monde, tout ça je l'ai rappelé. Donc j'essaye de me réinventer, de retrouver des nouveaux objectifs qui soient toujours dans mes valeurs, dans ce qui m'anime vraiment. Donc l'aventure, le sport, le voyage, la découverte, le partage beaucoup. Et donc ce trail aventure, comme je le nomme, ça m'est venu pour mes 40 ans en 2020. Je me suis dit, faut que je fasse une aventure et je suis parti sur le GR10, donc la traversée des Pyrénées. Pourquoi les Pyrénées ? Parce que depuis tout petit, justement, avec mes parents, on y allait, sac à dos, tente, et on a vécu des vacances assez extraordinaires là-bas. Et puis les Pyrénées, voilà, c'est une chaîne de montagne qui m'attire énormément parce qu'elle est nature, elle est préservée et ça, j'aime beaucoup. Donc je suis parti sur ce GR10, j'ai battu le record que je détiens toujours en 9 jours et 9 heures de Banyuls jusqu'à Hendaye. Et j'ai goûté à ça. Il y a eu beaucoup de personnes à venir m'accompagner, quand bien même c'était juste après le premier confinement, puisque c'était en juillet 2020. J'ai eu énormément de personnes à venir m'accompagner. Et là, ça a été coup de foudre, quoi. Coup de foudre, donc j'ai voulu rééditer ça. L'année d'après, je suis allé en Normandie, donc j'ai fait le GR223, qui est beaucoup moins connu, qui fait du pont de Normandie jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc là, c'est 670 km, donc j'ai fait en 4 jours et demi. Pareil, accompagné d'une assistance, avec du monde des Normands qui sont venus me rencontrer. Et puis, je suis resté dans cette dynamique. L'année dernière, j'ai fait quelque chose de plus court, même si ça reste quand même très long. J'ai fait le canal de Nantes à Brest, donc de Brest à Nantes, enfin de Brest à l'Erdre, exactement, Nord-sur-Erdre, en 46 heures, donc pour 345 km. Et cette année, donc c'est un projet que j'avais déjà depuis 2 ans, que je mûrissais, que je travaillais, puisque ça demande vraiment beaucoup d'investissement. J'avais en optique de faire ce GR34. Pourquoi le GR34 ? Alors moi, je suis né à Coutances, dans la Manche. Maintenant, j'habite dans le vignoble nantais, juste à côté de Nantes. Et du coup, c'était un petit peu un clin d'œil d'aller de mon lieu d'origine, la Manche. Le Mont-Saint-Michel, c'est la Manche, c'est la Normandie, jusqu'à ma région d'accueil maintenant, de
résidence, c'est-à-dire la Loire-Atlantique, avec une arrivée à Saint-Nazaire, donc pas très loin. Donc ça me permettait de rallier les deux par un parcours unique, magnifique. La Bretagne, elle est superbe. Et c'est un Normand qui vous le dit, donc ça prouve de la sincérité de mes propos. Non, la Bretagne est magnifique, elle est très variée. Donc j'avais vraiment à cœur de faire ce parcours en plus qui est le sentier, le GR le plus réputé de France, l'un des plus utilisés, marché en fait en France chaque année, et réputé comme l'un des plus beaux, et c'est le plus long de France, à savoir. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de le faire pour vivre l'expérience. Et moi qui suis beaucoup dans le partage, c'était aussi une opportunité, comme je suis beaucoup plus connu dans la région Grand Ouest, Nord-Ouest, étant résident ici, ça me permettait d'inviter les gens qui le souhaitaient, les locaux ou les autres, à venir m'accompagner sur le sentier. C'est un peu la particularité de ces aventures. Il y a des records, mais c'est pas une compétition classique, donc on peut se permettre d'inviter des gens qui viennent nous accompagner. Et ça m'a permis d'inviter tous ces gens, en plus sur un sentier qui reste très accessible. Donc j'ai eu énormément de monde à venir m'accompagner, et ça a été fabuleux. Tu as eu le temps de regarder un peu le paysage en moins de 19 jours, quand on se met des défis aussi comme ça, on a le temps d'en profiter aussi? Oui, bien sûr, parce que c'est déjà aussi un des éléments moteurs. Je parlais de partage, je parlais moi, il y a le côté mental qui, pour moi, je suis préparateur mental, donc c'est quelque chose qui m'anime énormément, et d'aller découvrir aussi ça dans ce genre de contexte. Il y a le côté sportif, bien sûr, performance, puisque je le fais quand même en me projetant sur un temps, donc sur une performance, potentiellement sur un record, là en l'occurrence c'était le cas, mais il y a aussi l'environnement qui nous anime, qui me permet vraiment d'avancer. Et là en plus j'ai eu la chance du 1er au 19 mai 2025 d'avoir 19 jours de beau temps, de soleil, donc ça a été incroyable. La côte bretonne avec du soleil, elle est belle même quand il y a de la tempête, parce que toutes les couleurs sont différentes, la marée est toujours différente, c'est superbe. Mais avec le soleil, on a l'impression parfois d'être dans les Caraïbes, quoi. Donc, quand on regarde le nord du Finistère, on est dans les Caraïbes avec la plage de sable blanc, la mer turquoise. Alors, j'ai pas mis les pieds dans l'eau, mais c'est magnifique, quoi. Donc oui, les paysages. Et puis on est à des vitesses. Oui, ça paraît extraordinaire. J'ai fait donc 2100 km en 19 jours. Ça représente 110 km par jour. C'est 110 km par jour, tous les 10 km à peu près, j'avais mon assistance, que j'étais accompagné par une assistance, mon camping-car, ma femme et ma cousine qui est kiné, qui prenait soin de moi, donc j'étais minimaliste, et j'avançais à peu près, on va dire en moyenne, à 10 km/h sur les sentiers assez roulants. J'ai un peu moins quand ça montait, et voilà, mais j'étais à peu près à 10 km/h, donc c'est des allures qui sont relativement faibles, et quand on n'est pas trop fatigué ou trop dans la difficulté, on prend le temps de regarder, parce que c'est ce qui nous motive à avancer vraiment, quoi. Donc moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il fait beau en Bretagne. Toujours, à chaque fois que j'y vais. Et ça, c'est important de le noter. Il y avait aussi, tu parlais aussi, il y avait un truc qui était important pour toi, c'est que ce défi-là, cette aventure-là, c'était aussi pour récolter des dons pour la Ligue contre le cancer. C'était comment ça s'est fait, et c'était important pour toi d'avoir aussi ce côté un peu caritatif. Complètement. Moi, c'est aussi un des éléments qui est moteur. Alors moi, il y a le partage, soit, mais il y a aussi cet élément qui était pour moi moteur, parce que courir, c'est bien, faire une aventure, c'est top, le faire tout seul, oui, ok, on profite, tout ça, mais sans jugement ni quoi que ce soit. J'ai pas envie de le faire de manière égoïste. Ça peut être légitime de le faire pour soi, tout ça, il n'y a pas de problème, mais j'avais vraiment envie que ce soit pas que pour moi, et en l'occurrence, il y a quelque chose qui m'a beaucoup affecté. En 2023, j'ai perdu mon entraîneur qui était mon meilleur ami. C'est avec lui qu'on a commencé dans le trail, c'est lui qui m'a préparé, il n'était pas encore coach, et il m'a préparé pour mon premier championnat du monde, qui a abouti avec un titre au bout de 9 mois, donc ça a été une consécration. Lui, il a changé de boulot pour se mettre dans le coaching à fond. Moi, je me suis mis dans le sport, j'étais déjà dans le sport, mais je me suis investi à fond, et j'ai fait beaucoup de résultats avec lui. On a eu toute une carrière ensemble, et bon, je l'ai perdu donc d'un cancer. On l'a perdu d'un cancer, parce que je ne suis pas le seul à l'avoir perdu malheureusement, parce qu'il avait vraiment un affect avec beaucoup de personnes.
Et donc voilà, j'avais à cœur, voilà, sur son lit de mort, il disait je veux pas de fleurs à mon enterrement, mais je veux que vous fassiez un don pour le comment dire pour la ligue pour la ligue contre le cancer, voilà, ou les restos du cœur. Et donc voilà, c'était un peu pour moi une façon aussi de lui rendre hommage, de le remercier pour tout ce qu'il m'a apporté au niveau personnel, au niveau sportif aussi, mais surtout au niveau personnel, au niveau confiance, au niveau de tout. Donc voilà, j'avais à cœur de le faire pour ça. Et sur cette aventure, alors j'en profite pour rebondir parce que sur cette aventure, j'ai vécu des choses exceptionnelles liées à ça. Des gens qui venaient, qui étaient un couple, lui avait eu un cancer de la prostate, elle un cancer du sein, ils étaient tous les deux en rémission, ils sont venus courir 2-3 kilomètres avec moi. Des personnes, une amie qui habite dans la même rue que moi, c'est hyper émouvant, mais qui s'est fait opérer le jeudi, ablation du sein le jeudi, et le vendredi matin, elle était là, au bord du sentier, avec moi, sur le golfe du Morbihan, pour m'encourager et pour être là, au bout de 24 heures. Des personnes, enfin, j'ai eu des témoignages, mais une personne voilà, qui me suit depuis 12 ans. Quand j'avais fait mon premier trail, c'était ici, dans le vignoble nantais, le trail du vignoble nantais, qui me suit depuis donc, voilà, 15 ans même, et qui m'a envoyé un message et qui a appris qu'il avait une tumeur au cerveau voilà, depuis maintenant 1 an et demi, donc 6 mois avant mon aventure, et qui m'a envoyé un message très très émouvant, quoi, pour me dire que voilà, il n'y avait pas d'issue pour lui, quoi, grosso modo, donc qu'il était traitement sur traitement, mais voilà, sans réelle ressources. Et enfin, j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça qui m'ont porté. Alors oui, j'ai eu beaucoup de douleurs aussi pendant cette aventure, mais quand on relativise sur la douleur de certaines autres personnes et que moi, au final, ça reste éphémère, bah justement, ça permet de mettre des choses en place mentalement, et avec cette relativité de continuer à avancer. Et quand l'aventure est finie, on se dit, ben, au final, mes douleurs, j'aurais pas eu tout ça pour m'animer, j'aurais peut-être arrêté. Mais au final, bah, le fait d'avoir ces témoignages, d'avoir tout ça, ça m'a permis de continuer. Donc ça prouve bien que le corps, il est capable de bien plus que ce qu'on pourrait penser être capable de lui faire endurer, quoi. Donc c'est plein d'expériences comme ça, effectivement. Alors pour en revenir à la question initiale, ça a été en collaboration avec la Ligue 44 contre le cancer. Et bon, j'ai eu la satisfaction, et je remercie encore tous ceux qui ont contribué. On a levé plus de 15 000 € de fonds donc, pour la Ligue, donc c'est vraiment une belle opération. Voilà, c'est une des meilleures opérations pour une individualité, parce qu'on connaît Octobre Rose, enfin Odyssea, ce genre d'événements, donc qui sont vraiment des organisations. Mais c'est vrai que là, du coup, c'était quelque chose d'individuel, entre guillemets, hein, en termes de collecte. Et voilà, ça a été une des opérations majeures. Donc j'en suis fier, et c'est peut-être pour moi une de mes plus belles réussites sur ce GR34, quand bien même sportivement, ça a été une grande réussite. Et c'est un super hommage à toutes celles et ceux qui sont touchés par le cancer. Éric, on va revenir aussi sur ce qui fait de toi un grand champion. Donc tu l'as dit, tu es né dans la Manche, hein, à Coutances, en 1980. Tu l'as dit, tu as 46 ans aujourd'hui. Il était comment, le Éric enfant ? Il courait, c'est étonnant. Déjà ? Il courait déjà. Il courait déjà pendant que je me rappelle encore. Alors on allait en vacances parce que mon père est originaire de là-bas, sur la Palmyre, Royan, donc là en Charente-Maritime, et on allait chez mon oncle, hein, qui est disparu, ben voilà, il y a quelques mois. Et quand mes parents faisaient l'apéro à côté du barbecue en haut du terrain, moi je faisais le tour de la maison en courant, quoi. C'était mes vacances. Quand on allait à la plage qui était à 5 km de la maison, ben eux ils revenaient en voiture, moi je revenais en courant. Je devais avoir 7-8 ans, quoi. Donc voilà, Éric était comme ça. Éric était un grand rêveur, un grand rêveur, très très introverti. Donc Éric, il vivait dans son monde, en fait. Il vivait dans son monde en se projetant dans des rêves, voilà, des rêves j'ai mon frère qui avait fait d'ailleurs une petite simulation quand j'étais petit. Mon frère a dit, mon frère il sera champion du monde. Et il était visionnaire. Ouais. J'ai eu cette chance-là, il était visionnaire. Je lui passe le coucou, il a eu 50 ans hier. Et joyeux anniversaire à lui. Voilà, joyeux anniversaire à mon frère.
Et donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Eric, il a eu de la chance. Il a eu de la chance d'avoir des parents qui l'ont formé, qui l'ont forgé, qui lui ont ouvert les yeux aussi. On a eu de la chance de voyager. On dit que le voyage forme la jeunesse, mais effectivement, ça permet d'ouvrir les yeux sur la réalité du monde aussi. J'ai été en Asie du Sud-Est, voilà, et dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, notamment au Mexique. Enfin, ça m'a permis vraiment de voir d'autres cultures, de voir d'autres façons de vivre et d'autres niveaux de vie aussi. Et c'est vrai que ça permet de relativiser sur beaucoup de choses. Donc, mais Eric était un grand rêveur. Eric était un grand rêveur et il rêvait de plein d'aventures. Je me rappelle même au collège ou au lycée où j'étais interne, j'avais pris une carte du monde. Alors peut-être un jour, c'est pas encore fait. J'avais pris une carte du monde et je m'étais amusé à tracer un itinéraire que je pourrais faire à pied pour faire tout le tour du monde en courant. Je pars souvent pas d'un postulat, mais d'une base qui est de me dire l'homme, en fait, on est fait pour courir parce qu'on est des chasseurs-cueilleurs. Et si on court pas, on mange pas parce qu'il faut chasser. Et en fait, on a ça dans nos gènes. Et alors maintenant, on est dans un autre cadre de vie, un monde beaucoup plus pépère, où voilà, c'est beaucoup plus citadin. Mais initialement, on est comme ça. Et moi, je me dis, c'est pour ça que j'aime bien la traversée des Pyrénées, d'aller d'un point A à un point B, le tour de la Bretagne, faire le tour de voilà, parce qu'il y a cet objectif d'itinérance d'aller rallier un autre point. Et donc, quand j'étais au lycée, donc j'avais tracé sur cette carte justement ce tour du monde que je me dirais un jour je le ferai en courant, ça me permettra de voyager parce que j'aime beaucoup ça, j'ai été bercé par ça, d'aller découvrir un peu le monde et puis de prouver notamment par rapport à l'ouverture de l'homme sur l'ensemble du monde, de montrer que l'homme initialement il pouvait rejoindre toutes les parties du monde quoi, parce que il avait deux jambes, il était capable de bouger et d'aller d'un point A à un point B. Donc pourquoi pas nous Européens aller en Afrique par le Moyen-Orient en ce moment c'est un peu compliqué, mais d'aller en Afrique, faire le tour de l'Afrique, de revenir, traverser l'Asie, pourquoi pas, d'aller à l'est, à l'extrême est de la Russie. Pour franchir, pourquoi pas, le cap, la passe, donc j'ai perdu le nom, et puis de rallier l'Amérique, et puis de faire le tour de l'Amérique, et puis après de revenir en Europe. Donc voilà, j'avais ce rêve que j'ai toujours un petit peu, parce que j'ai plein d'autres projets. Oui, on voit que tu as l'itinéraire encore bien en tête quand même, Eric. Donc, bien ancré. Oui, je pense que ce sera une de tes prochaines aventures, t'aimerais bien ? Prochaine, non, parce que là, pour le coup, c'est un projet d'une vie, c'est extrêmement long. Là, je voyais encore une publication où il y a un Irlandais, je crois, ou un anglophone, un Anglais ou Irlandais qui avait fait le tour du monde avec une petite chariote. Il avait mis 22 ans. Non, il était parti du cap Ushuaïa, donc au sud de l'Amérique du Sud, et puis il a traversé toutes les Amériques pour après aller en Russie, traverser toute la Russie et arriver jusqu'en Europe. Il a mis 22 ans voilà, en marchant avec sa petite chariote. Mais donc, c'est vraiment des projets au long terme. Non, mais par contre, j'ai d'autres projets qui sont très ambitieux, qui seront aussi magnifiques et qui me permettront, par petites parties, de faire peut-être l'intégralité du parcours, mais en tout cas, de découvrir un petit peu le monde de cette manière-là. On va parler du trail, ouais. Parce que tu nous expliquais un petit peu ton coach, etc. Mais comment tu découvres la discipline et à quel moment tu te dis ça, il faut vraiment que je le fasse ? Moi, j'ai toujours été bercé comme je disais, par l'aventure, le sport, le dépassement de soi. J'ai toujours eu des prédispositions plutôt pour les sports d'endurance. Et puis ce côté nature qui est lié à moi. Je me rappelle encore avec mes parents, quand on allait en Dordogne, descendre la Vézère en canoë sur plusieurs jours et qu'on campait sur le bord de la rivière ou plein de choses comme ça. Donc moi, j'ai toujours été bercé par ça. Donc j'ai commencé par le triathlon en 1996 exactement. Je me suis très vite mis à l'Ironman parce que moi, je suis quelqu'un qui aime l'endurance. Puis je n'ai pas commencé par le moindre, parce qu'en 2003, j'ai commencé par Embrun. Je me suis dit comme ça, c'est le plus dur. Après, les autres seront faciles. Non, mais c'était un projet de club, donc voilà. Et puis j'ai adoré. Donc j'ai fait des Ironman. J'ai fait 2 fois l'Ironman d'Hawaï, notamment 2004 et 2005, jusqu'à 2008 où j'ai fait moins de 9 heures sur Ironman en Allemagne. Donc voilà. Mais au début, c'était un peu l'aventure cet Ironman. Et puis arrivé en 2009, j'ai eu mon objectif faire moins de 9 heures. Ça commençait déjà un petit peu à changer, à être un peu plus la course, la compétitivité, tout ça. Et j'ai fait mon premier trail, comme je le disais, au vignoble nantais.
qui m'a permis d'intégrer un team et du coup de m'investir à fond dans le trail. Donc j'ai profité un petit peu de cette opportunité. Et voilà, donc je me suis mis là-dessus parce que dans les années 2010, enfin un peu avant 2010, c'était un peu l'aventure aussi, l'ultra-endurance, c'était un peu tout ce qui m'animait, le trail. Mais il faut dire que le trail, en fait, si on remonte à la source, je le connaissais depuis bien longtemps parce que quand je disais à 7-8 ans que je revenais de la plage, c'était pas que je revenais de la plage jusque chez moi, c'était C'était de la dune, c'était du bitume, c'était pas du bitume, quoi. Et puis c'était pieds nus. Ouais, en plus. Je faisais 4-5 km à 8 ans pieds nus pour rejoindre chez moi parce que voilà, j'aime ce côté aventure. Quand j'habitais en Normandie, il y a une course qui était emblématique, qui l'est toujours d'ailleurs, ça s'appelle l'Enduro des Sables à Hungoutainville, une course qui se fait que sur du sable. Donc nous, on le faisait, on était la particularité, la famille Clavry, de courir pieds nus justement. Et c'était déjà du trail avant qu'on appelle ça trail en fait. Donc mon père, en 99-2000, il organisait à La Palmyre une course qui faisait, alors là ça fait une anse à La Palmyre, donc il faisait tout le tour de l'anse, c'est lui qui l'organisait. Et bon, je l'ai fait 3 fois, alors je le faisais pieds nus aussi et je l'ai remporté 2 fois. Mais voilà, c'était en 2000. Et pourtant, c'était déjà du trail, mais on n'appelait pas encore ça du trail, donc je pratique déjà depuis très longtemps, quoi. Je faisais de la course d'orientation aussi, des raids multisports, et dans le raid multisport, on court dans les forêts, on court dans les chemins, donc il y a des parties trail aussi, donc j'étais déjà un petit peu éduqué et dans cette voie du trail et de la course nature. Ouais, c'est vraiment ça la particularité entre le trail et la course à pied. C'est ce côté nature, côté un peu les chemins, la boue, exactement. Les branches, les racines. C'est ça, voilà. C'est ce côté ludique d'évoluer dans un environnement naturel. En général, alors après il y a les urban trails, après ça se décline dans beaucoup de choses, mais initialement ça reste quand même dans des cadres naturels. Et puis ce qui est génial avec le trail, c'est que on est en osmose, ou en tout cas on est proche de la nature aussi, mais on se recentre aussi sur soi parce qu'on court quand même. Enfin, moi, en tout cas, devant peloton, assez souvent seul. Donc, ça nous permet aussi de nous recentrer sur soi-même. Et puis surtout, de découvrir des coins qui sont magnifiques, quoi. Quand on fait alors, il faut avoir cette chance-là, mais quand on fait la Diagonale des Fous à La Réunion, qu'on traverse l'île de La Réunion, on en prend plein les yeux. Quand on fait la course la plus connue du monde, le trail le plus connu du monde, l'Ultra Trail du Mont Blanc, on fait le tour du massif du Mont Blanc. On envoie le Mont Blanc pendant toute la journée, c'est fabuleux. Mais même quand on fait des trails plus locaux, quand bien même, moi j'habite le vignoble nantais, je vais faire un trail dans le coin. Je vais passer par des endroits où jamais je serais passé avant. On va découvrir des choses dans un cadre naturel. Voilà, ça nous donne l'opportunité aussi d'aller découvrir des choses, et ça c'est fabuleux parce que, alors je parle de trails internationaux, voilà, mais même en France on a tellement à voir et tellement à faire, tellement de chantiers, et puis on a cette chance en plus de pouvoir faire des off comme moi je le fais maintenant. Mais la France, je sais pas, mais on doit être un des pays qui a le réseau de sentiers le mieux balisé au monde, quoi. On a les GR, les sentiers de pays, Saint-Jacques-de-Compostelle, et les sentiers un petit peu, historiques aussi, culturels. On a tout type de sentiers, on a un aménagement et un balisage qui est génial, et ça, c'est vraiment incroyable. Tous les coureurs à pied peuvent faire du trail, ou il faut quand même avoir quelques caractéristiques Oui, Quentin, tu peux te mettre au trail, il n'y a pas de souci. Ah, parfait, super, je m'inscris. Le prochain, je m'inscris. Mais allez, ça part. Non, et puis il y a ce côté ludique aussi par rapport à la course sur route. Alors la course sur route, c'est très bien, mais on va y chercher autre chose. Le trail, voilà, non, tout le monde peut courir. Et quand bien même, alors souvent, en plus, j'entends des gens du coin, du bassin nantais, ou du département, ou de la région, me dire... Je leur demande, t'as déjà fait des trails en montagne ? Ah non, c'est trop dur, moi je me contente. Mais en fait, c'est pas plus dur un trail en montagne. Parce qu'un trail local, on va beaucoup courir parce que c'est beaucoup plus plat, même s'il y a des trails qui sont quand même assez vallonnés et pas forcément évidents. Mais même les trails, justement, où il y a un petit peu de dénivelé, on peut dire sur les coteaux de Loire ou autres. C'est beaucoup de marche aussi. Dans les montées, on va marcher, donc on va alterner vraiment les rythmes, la foulée. Donc des fois, quelqu'un qui fait de la course sur route peut forcément se mettre au trail. Ça demande un petit travail peut-être de proprioception, de renforcement spécifique. Mais voilà, non, c'est ouvert. Et puis la gestion de l'effort va être complètement différente. Faire un trail en montagne, c'est pas plus difficile. Pendant 1h30, on va marcher. On va marcher sur un bon rythme, mais dans les montées, on va marcher pendant 1h30, voire plus, voire un peu moins, ça dépend des montées. Mais quand on va monter à un col, voilà, ça met du temps. Et puis après, on va courir dans la descente. Et puis, mais ça reste. Et puis en plus, il y a le décor. Quand on vient d'ici et qu'on va en montagne, il y a le décor qui nous permet de faire passer ça plus vite. Et donc en 2011, tu participes pour la première fois au championnat du monde. Oui. Tu travailles avec l'équipe de France qui se déroulait en Irlande. Oui. Et tu gagnes.
Et je gagne. C'est ton plus beau souvenir d'une compétition? Non. 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 Ah ouais? C'est un beau souvenir, mais on me demande, mais c'est quoi ton plus beau souvenir? On me demande souvent, on me pose souvent la question, mais je ne peux pas répondre à ça, quoi. Parce que je ne peux pas comparer un championnat du monde où je suis champion du monde à un GR34, un Tour de la Bretagne comme l'année dernière ou une traversée des Pyrénées, un record de France sur 24 heures, à une course que je vais faire à La Réunion où je termine 2 fois 4e, 1 fois 6e. Tout est différent, en fait, tout est magnifique. C'est des restes, enfin, j'ai gagné la Saint-Élion, c'est l'arrivée dans le hall des sports Tony Garnier à Lyon, ambiance boîte de nuit à 5 heures du matin. Enfin, c'est des trucs incroyables. Ça prend des moments que j'ai vécu avec mon entraîneur sur l'UTMB où il me coach. Enfin, tout ça, c'est... Donc non, le titre de champion du monde, c'est un de mes beaux souvenirs, ça c'est clair. C'est un souvenir emblématique, ça c'est évident. Mais dire que c'est le plus beau, c'est difficile à dire. Hein. C'est difficile de juger, de trouver une comparaison, parce que c'est tellement sur des créneaux différents qu'on ne peut pas comparer. Mais je profite de chaque expérience à fond, quoi. Et puis tu as fait des beaux trails, tu le dis, la Diagonale des Faux, l'UTMB. Ouais. On en entend de plus en plus parler du trail, Ouais. justement. C'est devenu la mode. Ah pour ouais, toi c'est dingue, ouais, c'est dingue. Il y a une influence énorme là depuis 2 ans. Enfin, depuis Covid beaucoup, depuis le Covid énormément, et là depuis 2 ans c'est de la folie, quoi. Toutes les courses en 5 minutes elles sont pleines. Après il faut dire que les courses sur route, il y a l'environnement aussi qui compte. Quand on fait un marathon de Paris, ils sont quoi, je sais pas, 50 000, un truc comme ça. Ils sont 50 000. On peut pas accueillir 50 000 personnes sur un trail. Les sentiers n'ont pas la capacité d'accueillir 50 000 personnes. Il y aurait des bouchons énormes. Voilà, on a juste une trace et on n'a pas 10 mètres de voirie. Voilà. Puis il y a un respect de la nature aussi à avoir. Et puis, il y a un respect de l'environnement. Effectivement, la dégradation, elle serait énorme. C'est pas soutenable. Donc, il y a une limite qui est forcée. Donc, forcément, il y a une influence qui dépasse l'attrait du trail. Mais oui, c'est attrayant. Pourquoi ? Comme j'ai pu le dire, parce qu'il y a ce côté aussi dépassement de soi qui plaît beaucoup, même si le terme, j'y mets des guillemets, parce que en tant que préparateur mental, je parle plus d'optimisation de soi que de dépassement de soi, parce qu'à partir du moment d'un potentiel, c'est difficile de se dépasser. Alors, on met les choses en place pour l'optimiser. Bref. Mais il y a ce dépassement de soi, il y a le côté environnement, voilà, se ressourcer aussi, c'est une manière de se ressourcer que de courir en nature. Cette variété, ce côté ludique, montée, descente, un peu de boue, un peu de rocher, un peu de machin, enfin voilà. Et puis voilà, il y a ce côté partage aussi, il y a toujours une bonne ambiance, alors peut-être lié au fait que ça se passe en nature et que ça calme un petit peu les nerfs de chacun. Mais voilà, et donc je pense que naturellement, et puis c'est facile d'accès, enfin ça reste quand même relativement facile d'accès, parce que des sentiers, on a quand même beaucoup. Comme je le disais, la France, on a une chance énorme d'avoir un réseau de sentiers balisés qui est monstrueux. Donc voilà, ça attire assez naturellement, et tant mieux, parce que je pense que ça ne peut être que bénéfique. Tu penses que les réseaux sociaux jouent un peu aussi? On voit des trailers aujourd'hui qui sont devenus des stars. Ouais. On pense à un Clem qui court, par exemple, oui. qui est extraordinaire. Moi, j'adore. Je ne loupe jamais une vidéo de lui. Mais des Théo d'Étienne, Casquette Verte, eux aussi participent à populariser le trail. C'est évident. Maintenant, on est quand même dans un monde d'extra-communication. Hein. Enfin, voilà. Donc forcément, ça y joue. Et quand bien même ce ne soit pas forcément des athlètes de haut niveau, mais ils font des contenus de qualité, qui parlent aux gens, qui les touchent. Et donc, ça incite forcément des gens à venir pratiquer. Donc oui, ça y contribue sans aucun doute. Il y a une responsabilisation à avoir aussi un peu, parce que, mine de rien, on parlait tout à l'heure, est-ce que tout le monde peut faire un trail, ou en tout cas, est-ce qu'un coureur à pied peut faire un trail? Mais il faut faire attention aussi. Il y a des gens qui peuvent se mettre en danger physiquement en faisant un trail. Oui, complètement. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Alors, on peut se mettre en danger plus par rapport à l'environnement, en fait. Moi, le plus gros danger, c'est... Enfin, là que je visualise, il y en a certainement d'autres, mais comme on n'a pas préparé, voilà. Moi, le plus gros danger que je vois, il y a déjà eu des drames, c'est des gens qui viennent de la plaine, qui viennent de chez nous, du Grand Ouest, et qui vont en montagne. Et qui vont en montagne en terrain conquis, je suis trailer, voilà, je connais mon affaire et tout. Mais la montagne, c'est dangereux. La montagne, c'est comme la mer, c'est imprévisible. La mer, il peut y avoir des courants, des grains, voilà, il peut y avoir plein de choses.
la montagne, le temps peut changer très vite. On n'a pas la même appréhension du terrain. Et on a eu, il y a quelques années, un jeune Breton qui est décédé en voulant faire le Mont Blanc en running. Voilà, il est malheureusement, ça s'est mal terminé. Mais et ça arrive quand même de temps en temps. Il faut quand même être très vigilant. Alors moi, c'est le moment conseil. C'est ce que j'ai tendance à conseiller les gens. Moi-même, je le fais quand je vais en montagne, systématiquement, quand bien même je parte et il fasse un grand beau temps, je pars toujours au moins avec un imperméable et une couverture de survie. Ça pèse rien, mais ça peut sauver la vie. Et puis voilà, après de l'eau et tout, ça dépend où on va. Je sais que dans les Pyrénées, moi, je suis pas trop sensible au niveau gastrique. Je peux boire dans n'importe quel torrent et tout ça. Après, voilà, il peut y avoir des pastilles ou des gourdes filtrantes, mais toujours partir avec un minimum de précaution. Couverture de survie, imperméable. Un orage en montagne, c'est très très vite arrivé. Quand on a un orage de grêlon comme ça qui arrive, qu'on n'a rien d'autre pour se couvrir, et puis que ça commence à tonner autour, c'est quand même bien d'avoir un minimum pour pouvoir se réchauffer et se mettre à l'abri. Et il y a aussi un truc aussi dans l'ultra trail aujourd'hui, c'est le toujours plus. Ouais. Notamment, tu parlais de la Diagonale des Fous, mais à La Réunion, il y a une autre épreuve aussi. Oui. Ils ont mis en place une autre épreuve qui est beaucoup plus longue, qui est beaucoup plus dure. Est-ce que c'est la course au toujours plus aujourd'hui et c'est quoi ton avis là-dessus ? Moi, j'ai un avis qui est assez clair, mais je suis pas forcément le bon exemple. Pourquoi ? Parce que, alors moi, en fait, on en parlera peut-être après, j'ai un rêve qui est de faire un off, comme j'ai fait pour le GR34, mais qui fait 4000 km aux États-Unis. Qu'est-ce que tu appelles un off ? Alors, pour les gens qui connaissent pas. Voilà, un off, c'est d'aller sur une trace qui est établie, comme le GR34, comme le GR10, une trace qui est établie, sur lequel on va essayer de faire un chrono. Donc voilà, on suit un itinéraire déjà en place d'un point A à un point B. Et puis, alors quand on veut le labelliser, l'officialiser, moi en l'occurrence, mon record sur le GR, j'avais une balise GPS que je transmets à Fastest No Time, qui est un institut qui récupère un petit peu tout ça et qui établit les records. Donc voilà, un off, c'est quelque chose qui n'est pas organisé, qu'on s'organise soi-même en fait. Donc, je disais quoi ? Oui, tu disais un off aux États-Unis. Pardon, c'est moi qui t'ai coupé. Tu disais un off aux États-Unis et tu disais que tu n'étais pas forcément le meilleur exemple. Oui, par rapport à la surenchère au niveau distance. Oui, excuse-moi, j'avais perdu le fil du coup. Pas de souci, je suis là pour ça, Eric. Merci. Ne t'inquiète pas, je fais bloc-notes. Mais non, après, naturellement, j'ai tendance à dire, l'homme et puis en plus, naturellement, et puis par rapport à la communication, justement, et aux réseaux sociaux, on est toujours attiré par le plus, quoi. Et je serais tenté de dire, malheureusement, pourquoi ? Alors ça, c'est mon avis profond, c'est qu'on peut se faire plaisir sur un 20 km. On n'est pas obligé de faire un 170 km ou un 300 km pour se faire plaisir, quoi. On peut très, très bien se faire plaisir et se dépasser sur un 10 km, un 20 km ou un marathon, ou un trail, marathon, ou peu importe. Mais on n'est pas obligé de toujours aller dans la surenchère. Après, l'homme a toujours cette constante à vouloir regarder ce qu'il y a derrière la montagne de naissance. Voilà, l'homme est un aventurier, il a traversé l'Atlantique, il est allé en Afrique, il est allé un peu partout dans le monde. Marco Polo, il est allé jusqu'en Chine. Enfin voilà, on a toujours cette volonté à toujours aller voir derrière. Mais c'est pas une fin en soi en fait. C'est pas une fin en soi. Donc il faut vraiment le faire avec parcimonie et avec réflexion pour pas que ce soit fait de manière entre guillemets idiote, quoi. Faut que ce soit fait, faut que ce soit réfléchi, faut que ce soit assumé. Déjà, faut pas se faire embringuer par des copains. Ah, je vais faire la Réunion, tu viens. Le gars ça fait 3 ans qu'il fait du trail. Oh ouais, les copains, ils vont aller, je signe et tout. Ouais, mais quand c'est. Puis à la Réunion, on en retrouve plein avec c'est des momies quand ils arrivent, quoi, parce qu'ils sont pas préparés. Quand bien même maintenant, il faille des références un minimum. Mais voilà, donc. Faut faire attention là-dessus par rapport à la préservation de la santé quand même aussi. Donc le long, oui, pourquoi pas, mais après il faut y aller progressivement, emmagasiner de l'expérience et puis laisser autant le corps de s'adapter. L'année dernière, j'ai fait plus de 2000 km sur le GR34 et quand je fais ce genre d'aventure, justement, ça me permet aussi de prendre conscience de la capacité exceptionnelle du corps humain à s'adapter à beaucoup de circonstances, en tous les cas, je serais tenté de dire à toutes les circonstances et à tous les environnements, mais il faut lui laisser un minimum de temps pour s'adapter, quoi. Quand je fais le GR34, les 3 premiers jours,
je suis en dégradation physique parce qu'il y a de la fatigue qui s'accumule, tout ça. Et puis au bout du 5e jour, on se rend compte que le corps commence à s'adapter et on est de mieux en mieux. Au bout du 8e jour, on est dans une routine, entre guillemets, qui fait qu'on continue à avancer, on continue à avancer. J'ai fait les 800 derniers kilomètres avec une aponévrosite plantaire, un truc hyper douloureux. Mais voilà, j'étais dans mon truc. Et puis voilà, j'étais animé par mes valeurs, comme je l'évoquais tout à l'heure, par ce qui m'animait, quoi, le partage et tout ça. Et on y va, mais ça se fait progressivement et il faut laisser le temps au corps de s'adapter. Ça demande une préparation, un entraînement. Et quand on me demande combien de temps tu mets pour te préparer pour la Diagonale des Fous, l'UTMB ou n'importe quel autre trail, combien de mois tu mets pour te préparer, je dis, c'est pas des mois en fait, c'est des années. Moi je cours, j'ai 45 ans, bientôt 46. J'ai 45 ans, ça fait quasiment 40 ans que je cours, quoi. Donc c'est 40 ans de préparation. Alors oui, il y a des temps de phase de récup et tout ça, mais qui font partie aussi de la récup et de la préparation. Mais ça fait 40 ans que je cours. Et c'est pas venu comme ça, comme un cheveu sous la soupe. Enfin, sur la soupe, pas sous, mais sur la soupe. Sous la soupe, il est moins il est moins gênant. Il est moins gênant. Complètement. C'est plus digeste. Mais non, voilà, ça vient pas comme ça et il faut prendre le temps. Alors oui, après, il y a une préparation spécifique à une compétition qui va peut-être prendre 4, 6, 8 mois en fonction de l'épreuve. Championnat du monde, voilà, on avait commencé à se préparer en janvier pour une compétition en juillet. Donc ça fait 8 mois de préparation pour un championnat du monde. C'est une préparation spécifique, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a avant. Et justement, dans cette surenchère à vouloir aller plus loin, il faut vraiment se construire progressivement pour laisser le temps au corps de se construire aussi, de se renforcer, de renforcer tout ce qui va être articulaire, tendineux et autres. Tu parlais du GR34 justement avec le côté où les 3 premiers jours étaient difficiles. Des fois dans ces défis-là, c'est vrai, c'est du long, c'est de l'effort long avec de la douleur. Parfois tu dors très peu, tu manges, tu rationnes. On t'avait suivi dans un reportage en 2024, tu en as parlé tout à l'heure, donc le canal de Nantes à Brest, mais dans l'autre sens, de Brest à Nantes. Et à l'époque, tu avais dit ça à l'arrivée. On t'écoute. Oui, j'ai énormément souffert. La première nuit, j'ai souffert du froid notamment. La journée a été correcte. La deuxième nuit, j'ai aussi beaucoup souffert, très fatigué. Il faut savoir que là, c'est donc 2 nuits sans dormir. Donc la deuxième nuit, c'est effectivement très émoussé. Des difficultés à avoir une foulée fluide. À avoir une foulée fluide. On te sentait très marqué à ce moment-là quand tu réponds au micro de mes collègues. Comment on va dans la douleur comme ça ? Comment on accepte la douleur et comment on passe au-dessus ? C'est quelque chose que j'ai dompté depuis, ce que je fais de l'ultra-endurance depuis longtemps, donc que j'ai dompté, que j'ai appris à subir cette douleur, parce qu'on l'a subie quand même. Et sur le GR34, donc là c'est encore plus récent, j'ai appris à la subir, mais à la subir mieux. Tout à l'heure, je parlais de mon aponévrosite plantaire sur les 800 derniers kilomètres, c'est-à-dire, voilà, pour ceux qui visualisent un peu la Bretagne, c'est à peu près de la Pointe du Raz jusqu'à Saint-Nazaire. Aponévrosite plantaire. Aponévrosite plantaire, je pense que dans un contexte classique, j'ai arrêté de courir j'ai arrêté de courir pendant plusieurs semaines, quoi. En général, c'est un peu le constat qu'on fait, c'est très, très, très douloureux. À la Pointe du Raz, je me serais projeté sur cette douleur en me disant il me reste 800 km à faire avec cette douleur. Clairement, ça aurait été insoutenable, quoi. Donc c'est mettre des choses en place et c'est de ne pas projeter cette douleur sur un temps donné qui peut être très long, mais de vivre la douleur sur un moment T et de la vivre jusqu'à la fin. En fait, vivre sa douleur ou vivre sa douleur, c'est pas la même chose. Je ne sais pas si ça parle, mais en fait, on peut soutenir une douleur. Ça me fait penser à un truc de Jean-Claude Van Damme. Donc c'est pas... Mais on peut soutenir une douleur à un moment T et vivre avec jusqu'au terme, mais c'est très très compliqué de vivre avec une douleur sur la durée totale de ce moment. C'était les inconnus qui parlaient de ce genre de choses d'ailleurs. Mais c'est vraiment hyper important et en fait ça oblige, dans cette conception, ça oblige à vivre avec soi-même, avec ses ressentis, mais surtout à vivre le moment présent. Ce qu'on a quand même souvent oublié parce que maintenant de plus en plus on est dans un flux continu d'informations.
avec les réseaux sociaux et autres, c'est toujours plus vite, hein, il faut toujours faire mieux, plus vite, tout ça, se projeter encore plus loin parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait, parce que c'est anxiogène et machin, ou alors, tiens, c'était bien avant, machin. Mais on a du mal à s'ancrer dans notre présent et dans notre vie. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai appris sur le GR34 et ce qui m'a permis en tous les cas de vivre la douleur plus facilement, c'est vraiment de la vivre à l'instant T. Et de la dompter, en fait, de s'en faire une amie quasiment pour pouvoir la vivre beaucoup mieux. Il y a des moments où tu t'es dit, dans des aventures ou dans des trails, je peux pas continuer, je suis obligé d'arrêter, ou je vais arrêter, ou où on doute, où on lâche. Ouais, dans mes trails, alors j'ai déjà abandonné. Hein. Je ne suis pas un adepte de l'abandon, mais j'ai déjà abandonné parce qu'il y avait des objectifs plus importants juste après que je voulais me préserver pour pas prendre de risques. Mais dans une compétition, oui, ça m'est arrivé de douter jusqu'à me dire est-ce que je continue ? Là, sur le GR34, pour reprendre cet exemple-là, au 4e jour, alors en fait, j'ai commencé, j'avais eu une sciatique. Dès que je m'allongeais, c'était un enfer. En courant, il n'y avait pas de souci parce que ça restait actif, c'était chaud. Mais dès que je m'allongeais, c'était un enfer. Le problème, c'est que moi, j'étais parti pour optimiser le temps. Donc, j'étais parti pour ne dormir que 4 heures par nuit. Donc, ce n'est pas beaucoup pendant 20 jours. C'est peu. Et en plus de ça, les 4 heures que je m'étais accordées, j'avais cette sciatique qui m'irradiait vraiment le bassin jusqu'à toute la jambe. Et donc, au lieu de dormir 4 heures, je dormais 2h30 à tout casser, quoi. Donc, autant dire que tu cumules beaucoup de fatigue sur les premiers jours. Et au 4e jour, je me suis dit, j'avais mes valeurs, donc je vais aller au bout. Mais je termine à Saint-Nazaire, c'est bon, je range les baskets, je jette les baskets et j'arrête la course à pied. J'arrête le sport, ça va être du loisir et il n'y aura plus rien derrière, quoi. Ça, c'était le 4e jour. Mais ce que j'ai pu vivre sur le GR34 en termes de partage de tout ce que j'ai pu raconter, c'est tellement fort que non, je vais repartir, bien sûr. Il y a eu d'autres moments, alors ça ne m'est pas arrivé souvent, mais d'autres moments où j'ai vraiment eu peur même pour moi, pour ma santé, pour ma vie même. Je me rappelle une Transmartinique que j'ai fait en 2014. Bon, je termine 3e. Mais à mi-parcours, j'étais dans les champs de bananiers au cœur de la Martinique. Il faisait une chaleur étouffante, pas un brin d'air. Et je suis arrivé à un ravitaillement. Moi, je récupère assez rapidement d'habitude. Je m'arrête à un ravitaillement, j'étais en surchauffe et tout. Je m'allonge, on m'arrose et tout. Je m'allonge et puis mon cardio, au bout d'un quart d'heure, j'étais toujours aussi essoufflé. J'avais le palpitant. Donc, je récupérais pas. Et là, j'ai vraiment douté. J'appelle mon entraîneur qui était Pascal, qui était en métropole. Sauf qu'avec le décalage horaire, il faisait nuit. J'appelle ma femme qui était complètement paniquée, qui savait pas quoi me dire parce que j'arrivais pas et puis qu'elle était restée ici en métropole, donc elle savait pas quoi me dire non plus. Mes parents qui étaient aussi avec moi en Martinique, ils faisaient mon assistance, mais ils captaient pas au moment où. Donc en fait, j'étais livré à moi-même, quoi. Le ravitaillement était perdu au milieu des champs de bananiers, donc au bout de 20 minutes, je me suis dit je vais aller jusqu'à l'autre ravitaillement en marchant, quoi. Et puis j'ai fait les 8 km en marchant, en alternant un petit peu de course, mais en marchant quasiment tout le temps. Et au ravitaillement d'après, le jour commençait à décliner, ça allait un petit peu mieux. Je me suis rafraîchi, je suis reparti et au final j'ai fini super bien parce que le corps s'adapte. Mais parce que aussi la volonté a fait que je suis retourné dans une dynamique positive aussi, quoi. Ouais, le rôle du corps, du physique, mais aussi du mental, c'est fondamental. C'est fondamental. Très lié. Hein. Et il y a aussi donc le mental, on en parle, mais on t'en parlait tout à l'heure, tu es accompagné toujours maintenant dans tes aventures, les gens peuvent venir courir avec toi, etc. Tu es accompagné aussi de tes proches, notamment de ta femme, Céline, qui t'accompagne partout. Elle nous a laissé un petit message pour toi, Eric. On va l'écouter. Coucou mon chéri, écoute, je voulais te redire que même si tes aventures ne sont pas de tout repos en tant qu'assistante, avec les multi-casquettes que je dois occuper, et la gestion des enfants à distance, je voulais te redire que grâce à tes défis, je découvre des paysages magnifiques, je partage des moments incroyables avec toi, le reste de l'équipe, les gens qui viennent courir avec toi. Il y a une multitude d'émotions qui se décuplent aussi avec la fatigue. Donc c'est vraiment des moments uniques. Donc merci pour ça. Et du coup, j'avais une petite question. Est-ce que tu envisages de faire les GR manquants pour pouvoir valider un joli Tour de France par les GR ?
Alors Eric, un Tour de France par les GR. Oui, ça m'est venu à l'idée, ça m'est venu à l'esprit parce qu'en fait, donc, j'ai fait toutes les Pyrénées, donc toute la Bretagne, alors qui est donc le plus long. Même si sur une carte, ça se visualise pas forcément, c'est le plus long GR de France. C'est 2 fois, c'est l'aller-retour du nord au sud de la France quand même, 2000 km. Donc c'est comme si je partais de Nantes, que j'allais à Strasbourg et que je revenais. Pour donner une image. Donc c'est quand même super important. Mais faire le Tour de France des GR, vu que j'ai quand même fait une grande partie en termes de kilomètres, oui, et ça m'est même venu pour éventuellement cette année. Mais après, il y a un tronçon qui n'est pas terminé. Il y a le GR8 qui part de Saint-Nazaire et qui arrive à Sarre, donc à côté d'Andaille, qui me permettrait de boucler toute la façade atlantique. Enfin même Pyrénées et Atlantique, pardon. Et en plus celui-là il est beaucoup plus court. Il y en a, voilà, mais pourquoi pas, ça pourrait être sympa. J'ai plein de projets et pas que le Tour de France d'ailleurs. Il y a un GR que j'aime, qui m'attire beaucoup, c'est le GR7 qui part du Grand Ballon des Vosges, qui arrive à Andorre, qui traverse toute la France en diagonale. En fait, c'est la ligne de partage des eaux entre la Méditerranée et l'Atlantique, avec que des parcs nationaux et régionaux. Enfin, c'est des paysages à couper le souffle. Celui-là, il m'attire beaucoup. Il fait 1500 km, pourquoi pas un jour. On va revenir sur le message de ta femme aussi, c'est un beau message quand même. Ouais. Oui, c'est un beau message et ça me fait plaisir. Alors, je vais le garder précieusement ce reportage parce que du coup, il y a tous les projets à venir. Donc, comme ça me permettra de lui dire, écoute, allez, t'as pas le choix maintenant, on y va. Il y a dans les futurs projets, notamment l'année prochaine, des beaux projets. Ouais. Son rôle est important quand même parce que on dit toujours il n'y a pas de grands hommes sans de grandes femmes à leur côté et inversement. Mais elle t'accompagne partout, elle te soutient. Tu parlais justement de la Transmartinique. Je n'ose imaginer la panique quand on est en métropole et qu'on reçoit un appel, etc. Mais ça représente quoi pour toi ? C'est fondamental. Le partage a toujours été fondamental. Je parlais de Pascal, mon entraîneur. Même si ça s'effrite parce que malheureusement Pascal est parti, mais c'est pour moi ce qui me permet de réussir et de m'accomplir. Là, elle prend pour le GR34, le Tour de Bretagne, j'ai mis c'est 19 jours, donc on va dire 3 semaines. C'est des congés sans solde qu'elle prend pour m'accompagner et s'investir à 200% et être là présente. On ne peut pas s'imaginer le travail qu'elle fait sur une épreuve, sur mes aventures à moi, mais que j'ai envie qu'elle devienne commune, parce qu'elle me fait la nourriture, elle s'occupe de moi comme pas possible, elle s'occupe des réseaux sociaux, elle poste tout entre deux trucs, elle me filme quand j'arrive, le temps que je prenne ma douche, elle poste sur les réseaux sociaux pour après me faire à manger, machin, pendant que ma cousine me massait et tout. Enfin, c'est un boulot énorme. On ne peut pas se rendre compte, en fait, et je suis en train d'essayer d'écrire un livre justement sur le GR34 et j'aimerais effectivement qu'elle y contribue parce que pour écrire aussi son fil de l'épreuve, de ce qu'elle a vécu elle aussi, parce que les gens ne se rendent pas compte de l'importance. Et moi, sans ça, je peux, mais ce ne sera pas pareil. Et puis, il y a le côté effectivement émotionnel et énergie que ça apporte. Moi, comme je le disais tout à l'heure, je pourrais faire quelque chose tout seul, dans mon coin, sans que personne sache, et faire quelque chose. Mais j'y trouverai moins de goût, peut-être parce que, alors je suis pas dans la psychanalyse, mais peut-être parce que justement, je le disais tout à l'heure, j'étais très introverti petit et que là j'ai ce besoin justement de vouloir partager. Mais non, elle est fondamentale, elle a toujours été là dans mes grandes réussites, que ce soit le championnat du monde, le 24 heures où elle faisait mon assistance, elle faisait mes ravitaillements, elle faisait tout, là l'UTMB, cette expérience sur l'UTMB en 2014, quand j'arrive à mi-parcours à Courmayeur, que je m'assieds, je suis dépité, on est à 3h du matin, j'étais en hypothermie, hypoglycémie, j'étais dépité, il y avait mon petit qui avait 4 ans à côté avec son appareil photo, et il me voyait tellement dépité qu'il ne savait même pas quoi faire et il n'osait même pas prendre une photo parce qu'il avait peur de déranger. Et puis que j'ai ma femme devant et que moi je suis comme ça dans mon siège et que je la regarde en la suppliant des yeux de me dire que si j'étais pas bien, valait mieux que j'arrête, Et elle, les seules choses qu'elle me trouve, t'as une hypo, allez, prends le temps de te réchauffer, on va se changer et tout ça, une hypothermie, hypoglycémie, allez, écoute, prends le temps de manger et tout ça. Bon, maintenant, alors, au bout de 20 minutes, ça va mieux, ouais, ça, je me réchauffe un peu, mais bon, en lui demandant de me dire d'arrêter, Et puis elle me dit, ça va, t'es pas blessé? Non, mais tu vas repartir. Je repars, mais sans elle,
là, j'ai fini cette UTMB cette année-là, loin de mes objectifs, mais je l'ai terminé en faisant une super fin de course, parce que j'étais avec un ami avec qui je ferai certainement ma prochaine aventure l'année prochaine. Mais on a fini les 10 dernières heures avec un ami, je finis super bien. Et l'année d'après, du coup, je reprends le départ parce qu'elle m'a dit maintenant, il faut que tu re-signes tout de suite parce que sinon, tu ne le referas jamais. J'ai re-signé pour l'année d'après, 2015, je fais 6e. Donc oui, sans elle, il n'y a pas ce que j'ai fait. Voilà, c'est des soutiens qui sont pour moi indispensables. Et voilà, comme Pascal l'a été, il est toujours un petit peu parce qu'il reste toujours présent. Comme tes enfants Comme aussi. mes enfants aussi, voilà, qui étaient présents sur le GR10, qui étaient présents sur le GR34, qui étaient présents à mon titre de champion du monde. Mon petit qui est plus grand que moi à 15 ans maintenant, j'ai un peu comme il dirait, j'ai un peu le seum, mais ouais, à 15 ans, 1m82, ça n'existait pas de notre temps, ça. Mais non, voilà, quand j'ai fait mon championnat du monde, il avait 10 mois. Donc il était tout petit, donc ma femme me fait l'assistance avec mon fils en écharpe et elle court partout sur tous les ravitaillements. L'UTMB, je parlais de l'UTMB en 2015. UTMB en 2015, elle a mon grand qui avait 5 ans, mon deuxième qui était en poussette qui avait 3 ans et ma petite qui avait 3 semaines, donc elle était en écharpe. Donc elle avait les 3 et elle faisait mon assistance. C'est incroyable. Mais pour moi, ça m'apporte une énergie énorme parce que, en tant que parent, on a aussi envie de donner l'exemple à ses enfants. Un exemple le plus sain possible, en tout cas, qui nous correspond mieux. Et ça donne une énergie de fou. On va parler aussi de la course à pied parce que on l'évoquait pour le trail, il y a une grande mode aussi aujourd'hui de la course à pied. Tu disais tout à l'heure, l'homme est un chasseur-cueilleur et est fait pour courir. Les gens se passionnent de plus en plus pour la course à pied. Mais avec ça, il y a aussi le revers de la médaille, c'est que c'est très difficile d'avoir des dossards aujourd'hui sur des courses. On est allé justement, pour un précédent reportage, demander aux gens ce qu'ils en pensaient de cette course au dossard. On l'écoute. Pourquoi vous courez ? Pour le plaisir et m'entretenir. Pour me vider la tête, pour partager des bons moments avec des amis. Parce que j'aime bien ça détend, c'est sympa, en plus c'est bonne ambiance, donc on y va. Si on apprécie, on n'a pas envie de s'arrêter et on a surtout envie de le faire de plus en plus plaisir. En fait, quand on apprend à courir, on galère de moins en moins, donc on prend plus de plaisir aussi. Il y a quelques années, on pouvait le jour même s'inscrire à une compétition. Maintenant, c'est plus possible. C'est quelque chose qui ne se fait plus. Si les ouvertures, c'est minuit, je suis prêt à me coucher assez tôt pour me relever à minuit et aller le chercher le plus rapidement possible. Sur certaines courses, en 20 minutes, il peut ne plus y avoir le Saint Graal. Le Saint Graal, le dossard, aujourd'hui, ça, c'est une vraie réalité. C'est réel, quoi. C'est très difficile aujourd'hui de s'inscrire sur des courses. Parfois. Ouais, pas parfois, quasiment tout le temps maintenant, même sur un 10 km juste à côté. Des 10 km, il y en a partout, mais 10 km ou semi-marathon, avant, on s'inscrivait quasiment sur place, comme on l'entendait là. Maintenant, c'est plein en quelques... Quand on a de la chance en quelques jours, mais c'est souvent quelques heures, voire en quelques minutes, c'est un truc de fou. Ouais. Mais oui, c'est le Graal. Après, les sentiers sont ouverts à tout le monde. Les chemins aussi. Après, ce qui fait plaisir, et on voit la différence aussi quand on court sur les bords de Loire. Sur le Nantes, j'y viens 2 fois par semaine pour accompagner mon fils qui lance le javelot juste à côté d'ici. Là, je cours sur les bords de Loire, sur les rives. Il y a plein de monde qui court. Et c'est fou. Et c'est dingue. Et je n'ai pas souvenir qu'on voyait ça il y a 10-15 ans, quoi. Il y en avait, mais pas à ce niveau-là, quoi. Donc je trouve que c'est sain, c'est bien. C'est bien, c'est sain et ouais, non, c'est top. Après, le dossard, oui, c'est compliqué. Mais... C'est le revers de la médaille, forcément. Le revers de la médaille. Merci beaucoup, Eric. Merci pour cet entretien. Merci d'avoir partagé ta passion de la course à pied. Allez, une toute dernière question. C'est quoi la prochaine aventure ? Tu nous parlais il y a 2-3 minutes là, d'une aventure l'année prochaine. C'est quoi ? Alors, mon objectif suprême, ce serait de faire le Pacific Crest Trail aux États-Unis. C'est dans l'Ouest américain, c'est 4000 km, mais là, ça se prépare beaucoup. L'année prochaine, ce sera avec Christophe Le Sceau, un ami avec qui j'ai terminé mon premier UTMB. Ce serait de faire la Via Alpina. C'est tout l'arc alpin, c'est-à-dire de Slovénie jusqu'à Monaco, tout le nord de l'Italie, donc toute la chaîne des Alpes, 2000 km, 140 000 mètres de dénivelé en une trentaine de jours. Une broutille ? Non, mais
Ça va être magnifique. Eh ben, on te souhaite en tout cas de réussir tous tes projets, Eric. Merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes d'avoir suivi aussi cet entretien. Merci aux équipes techniques de France 3 Pays de la Loire d'avoir fait ce magnifique plateau. Et nous, on se retrouve pour un prochain En toute confidence. Ciao tout le monde.